Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La COP 29 se poursuit à Bakou, en Azerbaïdjan. Ce jeudi, le vice-président Temoko Melet-Kone a présenté le portefeuille de projet vert de la Côte d'Ivoire. Il appelle les partenaires techniques et financiers, le secteur privé national et les investisseurs étrangers à s'impliquer pour la construction d'une économie plus verte. Ce 14 novembre est consacré à la lutte contre le diabète. La prévention est recommandée. Diabète et bien-être sont au menu de cette 27e journée. L'appel est lancé à une prise de conscience collective pour le bien-être des populations. En Côte d'Ivoire, 700 000 personnes sont sous traitement dans 38 centres de prise en charge. L'opération de révision de la liste électorale a été prorogée jusqu'au dimanche 17 novembre prochain. C'était le souhait formulé par des partis politiques à la commission électorale indépendante. Mais comment se déroule l'opération sur le terrain? Que pensent les acteurs politiques de ce nouveau délai? Élément de réponse dans ce 20h. Le président de la Fédération sud-africaine de football a été arrêté puis libéré sous caution. La justice le soupçonne d'avoir utilisé les ressources du groupe à ses propres fins. Danny Jordan est poursuivi pour des allégations de fraude et de vol d'un montant de 68 000 €. Bienvenue sur RTI 1. On commence tout de suite par ces images de l'arrivée du vice-président ivoirien à Abidjan. Temoko Melet-Kone revient de Bakou, en Azerbaïdjan, où il a pris part au nom du président de la République, Alassane Ouattara, à plusieurs activités de la COP 29 sur le climat. Sur place à Bakou, le vice-président ivoirien a fait la promotion de la richesse verte de l'Afrique. Il a notamment appelé à l'élaboration de stratégies robustes pour valoriser et monétiser le capital naturel. Et avant de regagner Abidjan, ce jeudi, le vice-président ivoirien Temoko Melet-Kone a présenté le portefeuille de projet vert de la Côte d'Ivoire lors d'une table ronde que vous allez voir. Il a appelé les partenaires techniques et financiers du secteur privé national et les investisseurs étrangers à s'impliquer pour la construction d'une économie plus verte. Mama Traoré. Au dernier jour de sa mission à Bakou, en Azerbaïdjan, le vice-président Temoko Melet-Kone décide de rencontrer les partenaires au développement pour leur présenter officiellement le portefeuille de projet vert de la Côte d'Ivoire, un document qui compile l'ensemble des projets identifiés par le pays en vue de combattre le réchauffement climatique. Je me réjouis particulièrement de cette initiative, car elle reflète l'engagement de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de son gouvernement à assurer une transition écologique réussie. Elle traduit aussi notre ambition d'accélérer la construction d'une économie décarbonée, soutenue par l'augmentation continue de la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique avec l'énergie solaire, la biomasse et l'hydroélectricité. Au total, le portefeuille de projet vert de la Côte d'Ivoire comprend 315 actions phares, dont 53 projets bancables, 134 ayant fait l'objet de notes conceptuelles et 128 idées de projets. L'enjeu de cette rencontre, organisée par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, est donc de susciter l'intérêt du secteur privé autour de ce portefeuille. Ces progrès sont certes importants, mais nous aspirons à aller encore plus loin, notamment sur les questions climatiques. C'est la raison pour laquelle nous appelons les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé national et international, à jouer un rôle accru dans le financement et la réalisation de notre portefeuille de projets verts qui a été présenté dans le cadre de cette table ronde. Ce portefeuille cadre bien avec nos stratégies sectorielles et vise à promouvoir un développement vert, inclusif et bénéfique aux communautés, notamment aux jeunes et aux femmes. Cette rencontre s'est tenue en marge des travaux de la 29e conférence des parties sur les changements climatiques COP29, occasion pour la Côte d'Ivoire d'exposer et de valoriser son potentiel agricole.
Et le vice-président, je rappelle, a regagné Abidjan ce jeudi. Les nouvelles en provenance de Bakou, en Azerbaïdjan, sont très bonnes pour la Côte d'Ivoire. Le plaidoyer auprès des partenaires a porté ses fruits. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, annonce l'obtention d'un prêt de 100 milliards de francs CFA pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien. C'est un financement de la Banque européenne d'investissement. Grâce Kando, Adam Sangaré sont nos envoyés spéciaux à Bakou. La préservation des forêts au cœur d'un panel de haut niveau organisé par le partenariat des dirigeants pour les forêts et le climat à Bakou en Azerbaïdjan. Au cours des échanges, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a fait le point des initiatives prises par la Côte d'Ivoire pour la reconstitution de son couvert forestier. La Côte d'Ivoire perdait facilement 297 à 300 000 hectares de forêt. Nous avons travaillé, nous avons sensibilisé et nous avons fait des reboisements pour que, au lieu de 300 000 hectares tous les ans, nous avons baissé jusqu'à aujourd'hui à 26 000 hectares. Des efforts qui nécessitent des financements conséquents. C'est à juste titre qu'un accord de prêt de financement de 100 milliards de francs CFA de la Banque européenne d'investissement va être octroyé à la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes tournés vers la Côte d'Ivoire lorsqu'elle nous a exprimé le souhait pour la Banque européenne d'investissement de financer sa stratégie en faveur de la restauration des forêts et pour mettre en place, promouvoir une forêt durable. Ce qui permettra de contribuer à la restauration durable d'une partie importante de la forêt en Côte d'Ivoire. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire dans ce projet. Nous avons travaillé durant 2 ans avec la BEI et finalement notre acharnement a payé et aujourd'hui le prêt est accordé. La Côte d'Ivoire a adopté un plan national de réhabilitation des forêts en 2019. Selon le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, il vise à accroître la superficie forestière de 3 millions d'hectares à plus de 6 millions d'hectares d'ici à 2030. La COP29 se poursuit à Bakou en Azerbaïdjan. Ici en Côte d'Ivoire sonne le clap de fin du Forum de la diaspora organisé par le Sénat et le ministère des Affaires étrangères. Le soutien de la diaspora au développement économique de la Côte d'Ivoire était l'enjeu de ce forum tenu à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Que retenir de ces 48 heures de travaux? Kader Sogodogo nous répond. Je me sens respecté par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons été gâtés par des imminences. On a affaire à des interlocuteurs mais de haute gamme. Merci pour tout. Ainsi se résume l'état d'esprit de la diaspora ivoirienne à l'issue du forum qui lui a été dédié par le Sénat et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Attractivité des territoires et mécanismes d'appui à la diaspora pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Voici ce qui pourrait être perçu comme l'engagement ferme de Yamoussoukro après les recommandations du forum. Chers Ivoiriens de la diaspora, vos compétences, votre expérience et vos réseaux sont des atouts précieux que nous devrons valoriser et exploiter pour bâtir un avenir prospère pour tous les Ivoiriens, hommes et femmes, qu'ils soient installés ici ou hors du territoire national. Je m'engage à faire en sorte que vos recommandations et vos propositions soient portées au plus haut niveau de l'État. La diaspora ivoirienne, au sortir de ce forum, a tenu à marquer toute sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est impliqué personnellement pour la réussite de ce rendez-vous de Yamoussoukro. Les femmes veulent prendre toute leur place et jouer leur partition dans le développement de la Côte d'Ivoire. Pour être efficaces, elles misent sur la formation. Plus de 400 auditrices viennent de renforcer leur capacité en leadership. Elles vont ainsi améliorer leur performance et être plus autonomes. C'est une initiative du ministère de la Fonction publique et de l'ambassade des États-Unis. Généreuse Akwadio, Godfrey Okambawa. Elles sont au nombre de 426. Ces femmes fonctionnaires et agents de l'État, auditrices de la deuxième promotion du programme de formation 2023-2024 en leadership.
Elles reçoivent leur parchemin de fin de formation. Parmi ces récipiendaires, des cadres supérieurs, intermédiaires et chefs de service de l'administration. Cette formation de pointe en leadership a éclairé nos méthodes de travail et nous a permis de comprendre qu'il nous faut quitter notre zone de confort pour être toujours en conformité avec les exigences de nos missions. Permettez-moi, Madame la ministre d'État, de saisir donc cette opportunité pour vous réitérer nos remerciements. Elles ont été formées en leadership pour leur permettre d'améliorer leur performance personnelle et professionnelle. Les thématiques que nous avons donc données aux femmes, c'est sur le leadership, le développement personnel, l'art oratoire. Il est important de former les femmes fonctionnaires avec ces outils-là à l'effet d'améliorer, encore de pouvoir donner de la force pour que notre administration soit une administration forte. Au cours de ces sessions, les participantes ont eu l'occasion d'explorer divers ouvrages stimulant la réflexion introspective, les encourageant à se libérer des mécanismes de victimisation pour développer leur plein potentiel. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme triennal de formation 2022-2024 en management des administrations publiques. 1000 fonctionnaires et agents de l'État ont vu leurs capacités renforcées. Nous comptons poursuivre sur notre lancée, faire en sorte que nous ayons suffisamment de femmes leaders dans notre administration qui seront capables d'aider l'administration à inverser la tendance et de faire en sorte que, de façon équitable, hommes et femmes dans l'administration portent les grandes ambitions d'une administration publique performante, efficace et moderne. Les récipiendaires sont issus des institutions de la République et des départements ministériels. Et toujours dans l'actualité nationale, le ministre des Finances et du Budget était devant les députés ce jour, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Adama Coulibaly leur a présenté le projet de loi et règlement du budget de l'État pour l'année 2023, initialement fixé à plus de 12 500 milliards de francs CFA. Le budget de l'État pour 2023 a connu une hausse de plus de 100 milliards de francs CFA durant son exécution. Konaté Moussa, Hervé Imboa. Initialement fixé à plus de 12 500 milliards de francs CFA, le budget de l'État pour l'année 2023 a connu une hausse de plus de 100 milliards de francs CFA dans son exécution pour atteindre plus de 12 600 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances et du Budget explique les raisons de cette augmentation aux députés. Le budget de l'État pour l'année 2023 a été exécuté dans un contexte socio-politique et économique marqué sur le plan international par la persistance des effets des chocs induits par la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine, par l'intensification des tensions géopolitiques, ainsi que par le resserrement des politiques monétaires par la plupart des banques centrales. Après les explications et des réponses aux préoccupations de la Commission des affaires économiques et financières, le projet de loi de règlement pour l'année 2023 est adopté à la majorité des membres présents. Le gouvernement, par ma voix, est particulièrement sensible au quitus que votre auguste commission vient de lui accorder quant à la gestion des crédits budgétaires qui lui ont été alloués durant l'exercice budgétaire 2023. Le gouvernement note et reste très attentif à toutes les observations et contributions qui ont été formulées par certains membres de la commission. La semaine prochaine, les députés vont entamer les sessions d'examen du budget de l'État pour l'année 2025. La Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique renforcent leurs échanges commerciaux. L'agro-industrie, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique ou encore le tourisme sont autant de secteurs d'activité qui intéressent les États-Unis d'Amérique. Le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie a reçu une délégation américaine ce jeudi au plateau. L'objectif de cette visite est d'identifier des opportunités d'investissement dans des secteurs clés. Jean-Michel Kouadio, Léon Bro. La Côte d'Ivoire et les États-Unis veulent renforcer leurs échanges commerciaux. À la table des discussions, la partie américaine, portée par Prosper Africa, et le ministre du Commerce. Ce cadre d'échange permettra d'identifier des opportunités d'investissement. 7 secteurs sont prioritaires, au nombre desquels les industries du bâtiment et celles de l'automobile. La Côte d'Ivoire et les États-Unis entretiennent d'excellentes relations économique et commerciale. En témoigne en fait le niveau des échanges commerciaux qui sont aujourd'hui autour de 2 milliards de dollars.
Et nous avons eu l'avantage en fait de recevoir Madame Robinson, qui est la coordinatrice en charge de Prosper Africa, et à l'effet de discuter en fait des possibilités de renforcement des relations économiques et d'investissement entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, notamment dans le secteur de l'industrie, dans tout ce qui concerne l'économie numérique. Nous sommes ici pour apprendre davantage à partir des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, de sorte à pouvoir partager cela avec les investisseurs américains. Il y a beaucoup d'opportunités ici dans le secteur digital, des industries et d'autres secteurs. Et nous voulons que les investisseurs américains sachent que cela est possible en Côte d'Ivoire et que c'est ouvert au monde. La valeur des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis s'évalue à environ 900 milliards de francs CFA. Reportage commenté pour vous par Jean-Marc Gagui. La direction exécutive du comité contre le terrorisme félicite la Côte d'Ivoire. Notre pays a été cité parmi les bons élèves en matière de sécurité. La pro-réactivité de la Côte d'Ivoire face à la menace dans la sous-région a été relevée au cours d'une rencontre tenue avec le chef d'état-major général des armées, Lassana Doumbia. Il appelle à une synergie d'action pour venir à bout du terrorisme dans la sous-région. Walter Madou Ouattara. C'est l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau qui abrite la cérémonie de fin de mission de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme DECT du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les travaux, émaillés de visites de terrain et d'échanges, ont permis d'évaluer les différents mécanismes et outils du système ivoirien engagé contre l'insécurité dans la sous-région. Notre rapport mentionnera les bonnes pratiques développées par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a le mérite d'avoir mené des actions positives pour contrer la menace terroriste, prévenir la radicalisation et adopter de nouvelles mesures juridiques. Plusieurs aspects fondamentaux de la lutte antiterroriste en Côte d'Ivoire ont été revisités. Au-delà des aspects techniques, un regard sur des questions transversales a mis en lumière la nécessité de placer au cœur de nos actions la dimension humaine fondée sur le respect des droits de l'homme et des différences. Toutes ces recommandations ne pourront être efficaces qu'à condition d'adopter une approche inclusive, car c'est surtout ensemble, dans une synergie d'action, partageant nos expériences et renforçant nos compétences, que nous pourrons surmonter les menaces qui pèsent sur nos populations. Cette mission a duré 4 jours. La dernière visite en Côte d'Ivoire de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies remonte à 2018. L'effort fait d'efforts, dit-on. La 4e édition des Olympiades des métiers, saison 2024, vient de s'achever au lycée technique d'Abidjan et elle a permis de récompenser les jeunes des lycées professionnels et grandes écoles de notre pays. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a félicité et encouragé les compétiteurs à faire de l'excellence un pilier fondamental de leur avenir professionnel. Astou Soro, Godfrey Kambawa. C'est sous ces applaudissements que s'achève cette 4e édition des Olympiades des métiers, également appelée WorldSkills, une plateforme pour célébrer la passion et le savoir-faire des jeunes Ivoiriens. Durant 4 jours, 68 équipes issues d'établissements publics et privés de tout le pays ont participé à des épreuves pratiques allant des métiers industriels aux arts culinaires. L'objectif est de renforcer les compétences professionnelles des jeunes et répondre aux besoins du marché de l'emploi. Nous avons remporté cette compétition aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour nous. C'est une joie vraiment inexplicable que nous ressentons. Je sais qu'à travers cette formation, j'ai appris beaucoup de choses qui vont me permettre d'avancer dans la vie, qui vont me permettre de montrer en fait aux yeux des Ivoiriens que l'électricité bâtiment n'est pas réservée seulement qu'aux hommes. Ça nous fait plaisir d'avoir ce prix. En tout cas, les épreuves étaient un peu dures, mais on a su gérer et ça paye. J'encourage les jeunes de venir à l'enseignement technique parce que l'enseignement technique peut nourrir son homme très bien. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, félicite les lauréats pour leur engagement à soutenir le développement de la Côte d'Ivoire à travers leurs compétences. Pour nous, c'est vraiment de faire tous ces efforts pour que nos apprenants aient des niveaux qui respectent les standards internationaux et surtout
que nos apprenants aient confiance en eux et que les formateurs aussi sachent ce que nous devons faire pour améliorer significativement la formation au niveau de l'enseignement technique, la formation au niveau de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Fort du succès de cette 4e édition des Olympiades des métiers, le ministre a exprimé son ambition de voir ses apprenants briller aux Oscars mondiaux, renforçant ainsi la place de la Côte d'Ivoire comme pôle d'excellence en formation technique et professionnelle. La RTI a été visitée aujourd'hui par l'UNICEF. La direction générale de la RTI a eu une séance de travail avec la représentation ivoirienne du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et à l'issue des travaux, la direction générale s'est engagée à donc promouvoir le droit des enfants à travers les productions audiovisuelles. Jean Magagui, Joël Gomez. L'intérêt supérieur de l'enfant prévaut dans toutes les productions de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Cette résolution vient de se matérialiser à travers la plaque de la charte d'éthique, un symbole de la convention signée depuis novembre 2022 entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et le groupe RTI. Sa devise, promouvoir les droits des enfants. Le renforcement des capacités et l'apport en logistique à la RTI sont entre autres les projets de l'UNICEF pour une bonne divulgation des messages. C'est vraiment pour moi un grand plaisir, avec toute mon équipe qui m'accompagne aujourd'hui, de pouvoir sceller une certaine forme de partenariat que nous souhaitons être un point de départ. Le monde est en train de changer. Les enfants qui sont au cœur de notre mandat, nous nous rappelions tout à l'heure que les moins de 35 ans représentent 75% de la population. Ceux-là, jeunes et enfants, ont besoin que nous nous adaptions dans nos moyens de communiquer avec eux. Vu les 13 résolutions de cette charte d'éthique, Jean-Martial Adou, directeur général par intérim de la RTI, proscrit toute production pouvant porter atteinte à la dignité de l'enfant. C'est, disons, notre mission également, la RTI, de faire en sorte que, disons, toute la société adhère, disons, prenne sur elle-même la défense de ces valeurs qui constituent la mission de l'UNICEF. Donc à travers naturellement la signature de cette charte, c'est un peu un rappel, une piqûre de rappel, disons, pour nous RTI, que chaque jour quand nous venons au travail, dans un coin de notre tête, devrais-je dire dans un coin de notre mission, il y a que nous devons agir pour protéger les enfants. La matérialisation de la charte d'éthique pour la promotion des droits des enfants signée par la RTI cadre avec éduquer, informer, divertir. Et justement, éduquer, informer, divertir, la RTI fait la promotion de la lutte contre le diabète. Ce 14 novembre est consacré à la lutte contre le diabète. La prévention est recommandée. Diabète et bien-être sont au cœur de cette 27e journée. L'appel est lancé à une prise de conscience collective pour le bien-être des populations. En Côte d'Ivoire, 700 000 personnes sont sous traitement dans 38 centres de prise en charge. L'opération de révision de la liste électorale prorogée s'achève ce dimanche 17 novembre. La commission électorale indépendante répondait ainsi à une demande formulée par les principaux partis politiques dès le lancement de cette opération. Mais comment se déroule l'opération sur le terrain? Qu'en est-il de la mobilisation? Comment les acteurs politiques s'activent-ils? Que pensent-ils de ce processus électoral et du délai requis par la commission électorale indépendante? Sidonie Davila a recueilli quelques réactions pour vous. La commission électorale indépendante a récemment annoncé la prorogation de la période d'enrôlement sur la liste électorale, une mesure accueillie favorablement par les partis politiques. Pour nous, c'est une satisfaction et je pense que ça va nous permettre de mettre en mission tous les délégués. Accorder une période additionnelle nous profite et nous en sommes heureux. Si tous les politiques se réjouissent de cette prorogation, nombreux sont ceux qui estiment que cette période additionnelle reste insuffisante. De façon solennelle et officielle, le PPACI a demandé que l'opération de révision de la liste électorale soit étendue sur une période entre 3 et 6 mois pour permettre à la majorité des requérants de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Pourquoi ne pas procéder depuis novembre, décembre, janvier, février, mars, pour que le maximum d'Ivoiriens puissent être inscrits? Voilà ce qui est logique. Et le faisant,
Ce n'est pas une question de parti politique. Depuis le lancement de la phase d'enrôlement, les partis politiques déplorent quelques difficultés. Les premières difficultés, c'est les problèmes de carte nationale d'identité. La deuxième chose, c'est que la loi électorale préconise que chaque année, la révision puisse être faite. Et en termes d'accumulation, quand vous ne faites pas votre travail, il y a une accumulation. Donc il y a une accumulation des potentiels des personnes qui pouvaient être inscrites sur la liste qui n'ont pas pu le faire. Et vous les faites passer en un temps record. Cela crée un embouteillage. Après ça, il y a le certificat de nationalité. Nous sommes une partie du monde rural. Et vous quittez les villages pour aller à la sous-préfecture, puis aller à la région où se trouve le tribunal. C'est déjà près de 10 000, 12 000 de frais de naissance. Et on dit non, c'est gratuit. Mais il n'y a pas de transport gratuit. Souvent, les récriminations, la CEI pense que c'est contre elle. Non. C'est le menu qu'on a mis à la disposition de la CEI, là, c'est ce menu-là qu'elle exploite. Mais on aurait pu faire mieux si la vision est conforme à la modernisation du fichier électoral. Au-delà de ces défis à relever, cette rallonge offre l'occasion aux partis politiques de renforcer la mobilisation sur le terrain en vue de ratisser large. Aux jeunes, c'est l'opportunité pour eux de s'inscrire sur la liste électorale pour que le moment venu, ils soient parmi ceux qui vont décider de celui qui va présider à leur destinée. Les élections en Côte d'Ivoire doivent être transparentes, justes, mais surtout inclusives. Il faut s'inscrire sur la liste électorale. C'est la seule façon de participer au choix de ses dirigeants et de voir son dirigeant prendre le pouvoir et l'exercer dans l'intérêt de la population. Après la phase d'enrôlement sur la liste électorale qui s'achève le dimanche 17 novembre prochain, la CEI va procéder au traitement des données recueillies. Et comment se déroule l'opération dans l'Ouest montagneux? Le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flendé, accompagné des autorités de Mans et des membres de la commission électorale indépendante, ont visité des centres d'enrôlement de la ville. Le reportage de Julien Gogo, commenté pour vous par Moussa Konati. Libreville, l'un des plus grands centres d'enrôlement CEI de la ville de Mans. Il est 10h quand le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes visite un bureau ouvert à l'occasion de la révision de la liste électorale. Ici, le processus a déjà débuté. Makagbe et sa sœur sont venus se faire enrôler. Comme j'ai l'âge de voter, je suis venue me faire enrôler ce matin. Je demande à tous mes camarades de venir se faire enrôler, car le vote, c'est très très important dans la société. Le ministre-gouverneur Albert Flendé se dit satisfait après sa visite. Nous avons constaté qu'effectivement, la population a commencé à venir dans le centre pour pouvoir s'enrôler et nous avons eu la satisfaction de constater effectivement que parmi les primo-votants, il y a plus de jeunes. En majorité, ce sont des jeunes. Et donc, c'est une satisfaction. Ça veut dire simplement que la campagne que le gouvernement a faite, que nous avons relayée en tant que responsables sur le terrain, que cette campagne la porte. 24 heures plus tard, à l'école Peradi, le préfet de région du Tonkpi et de police de cette localité se font enrôler. Les superviseurs CEI du Tonkpi et du Bafing sont à la manœuvre. Nous lançons cet appel pour que, après cette pluie battante, que, en tout cas, tous ceux et celles qui sont concernés par la révision de la liste électorale viennent se faire enrôler. Parce que, comme on l'a dit, pour avoir une bonne élection, il faut avoir une bonne liste inclusive. Voilà, et loin de Mans, ici à Abidjan, précisément à Cocody, le Forum des oufouettistes a prononcé une conférence de presse et Anoblé Félix, leader de ce mouvement, s'engage à promouvoir les idéaux du président de la République. Julien Gogo, Moussa Konati. Pour le Forum des oufouettistes, Alassane Ouattara demeure le meilleur choix pour l'élection présidentielle de 2025. Le président de ce mouvement politique appelle donc à l'union autour de la candidature du président du RHDP. L'élection présidentielle approche et avec elle une question cruciale pour notre avenir. Qui peut poursuivre cette dynamique de progrès et garantir la continuité de cette transformation? Le seul choix qui s'impose, la seule voie qui nous permet de garder le cap est celle du président Alassane Ouattara. Tous ces investisseurs qui viennent et qui veulent venir dans le pays doivent être rassurés qu'ils ont une stabilité politique qui va être continuelle, le temps donc que d'autres puissent venir prendre le relais.
Autre sujet abordé au cours de cet échange avec la presse, l'enrôlement sur la liste électorale. Il s'agira pour nous de partir donc de région en région, en démarrant donc par la région de San Pedro, en parcourant les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Notre mission de parler aux Ivoiriens pour expliquer à ceux qui n'ont pas compris. Le Forum des Oufouettis est une plateforme qui s'est fixée comme objectif l'accompagnement des actions du RHDP. Il a été créé en 2018. Et nous allons faire un petit tour dans les ruelles et quartiers d'Abidjan pour voir comment la ville s'embellit quand l'art s'exprime dans les rues. Le visage de la capitale économique ivoirienne rayonne davantage. À l'origine de cette ingénieuse idée, plusieurs graffeurs qui ont décidé d'exprimer ainsi leur art sur des murs dans différentes communes d'Abidjan. La première édition du festival Grativoire est ainsi lancé et c'est très beau à voir. Le président de la Fédération sud-africaine de football a été arrêté puis libéré sous caution. La justice le soupçonne d'avoir utilisé les ressources du groupe à ses propres fins. Élu pour la 3e fois à la présidence de la fédération en 2013, Danny Jordan est poursuivi pour des allégations de fraude et de vol d'un montant de 68 000 €. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain, à la même heure, sur ce même plateau, vous avez rendez-vous avec Kolo Coulibaly. On n'oublie pas de promouvoir la paix.